Merci d'être venus si nombreux ce soir. Nous avons le plaisir d'accueillir pour cette première soirée, Amour, gloire et beauté, Laurent de Sutter et Zef Gourarié. Laurent de Sutter est philosophe, il est professeur aussi de théorie du droit. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, je ne vais pas tous vous les citer, mais je peux citer La théorie du kamikaze, Poétique de la police, L'âge de l'anesthésie. Il est également directeur de collection aux éditions PUF, Presse universitaire de France. Zef Gourarié, qui interviendra après l'entracte, est quant à lui une éminente personnalité du monde de l'art, conservateur du patrimoine, ancien directeur du Musée de l'Homme, commissaire de nombreuses expositions et actuellement directeur scientifique des collections du MUSEM. Il prépare une grande exposition qui se tiendra au Louvre à l'automne et nous fait le grand honneur de nous la présenter ce soir en avant-première à Marseille. Mais maintenant, le prix de l'amour. Bonsoir mesdames et messieurs, merci d'être là si nombreux pour parler d'amour, le sujet le plus improbable, le plus casse-gueule et surtout aussi le plus insensé dans la bouche de quelqu'un qui sera confronté à un public qui connaît l'affaire aussi bien, si pas mieux que la personne qui a parlé. Donc il va falloir que vous me pardonniez d'emblée le caractère très incomplet, foireux, à côté de la plaque, enfin, etc., de tout ce que je vais vous raconter ce soir. Et puis, évidemment, au moment de discuter un petit peu plus tard, tout à l'heure, on pourrait me redresser les bretelles au juste endroit. Mais là, pour le moment, là, pour la demi-heure, la grosse demi-heure, les 40 minutes qui viennent, j'ai envie de vous parler du prix de l'amour. Le prix de l'amour, qui est le titre de cette chanson des Everly Brothers, que vous venez d'entendre, The Price of Love, 1965. Une chanson qui raconte déjà, si vous voulez, qui dit déjà... excusez-moi, je vais me mettre sur ordinateur un endroit où je peux l'utiliser plus facilement. Qui dit déjà l'essentiel, d'une certaine manière, de ce que je vais vous raconter ce soir. Alors, pour ceux qui ne connaissaient pas l'anglais, les paroles racontent... C'est une espèce de complainte, comme ça, du type qui a cramé son histoire d'amour de manière un peu débile et qui se trouve dans un bar en train de frimer et en train de picoler pour faire en sorte, faire croire qu'au fond tout ça l'affecte pas trop. Et le refrain, donc, That's the price of love, c'est le prix de l'amour, le prix de l'amour. The debt you pay with tears and pain, la dette que tu payes avec tes larmes et ta douleur, le prix de l'amour peut te coûter davantage when you're to blame, quand c'est ta faute. Donc c'est ce dont nous allons parler ce soir, de cette question-là, le prix de l'amour. C'est quoi l'amour ? Est-ce qu'effectivement c'est quelque chose qui existe comme ça, sous une forme gratuite, à la disposition de chacun, comme d'une certaine manière une tradition philosophique, mais aussi culturelle, dans laquelle nous vivons aujourd'hui, continue à au fond, à nous faire croire, l'amour comme moment d'une donation pure d'une personne à une autre personne, le moment où précisément tous les comptes
Et donc, évidemment, tous les prix se trouvent rédimés, se trouvent rachetés et mis de côté au profit d'un moment qui est un moment d'authenticité véritable. Est-ce qu'effectivement, c'est quelque chose que l'on peut accepter, c'est quelque chose qui participe de nos existences? Le personnage de la chanson des Everly Brothers, lui, semble plutôt dire que c'est plutôt une affaire de cassage de gueule et puis après de play de boss qu'on compte et avec lesquels on a à se débrouiller. Le problème quand on dit ça, c'est que le prix de l'amour, très bien, mais évidemment, de quel amour on parle? On est là, MP 2018, quel amour précisément? Vous êtes arrivés ici pour des raisons qui vous sont propres, mais enfin, tous plus ou moins, vous devez vous imaginez qu'on va effectivement parler de l'amour d'une personne pour une autre personne, de l'amour humain, de l'amour sentimental, alors que, évidemment, dans la tradition au moins sémantique qui est la nôtre, l'amour aimé, c'est quelque chose qui peut recouvrir une multitude de domaines. Et les linguistes sont beaucoup amusés à tenter de circonscrire le domaine de l'amour et montrer au fond que cet amour sentimental dont on parle est qu'une zone très restreinte de l'amour. Et les linguistes étant des gens qui aiment effectivement beaucoup s'amuser, c'est avec ce genre de schéma, par exemple, qu'ils viennent quand on parle de l'amour, évidemment, parce qu'on aime la personne que l'on aime, mais on aime également les linguinés aux palourdes, on aime les vacances à la mer, on aime ses parents. Pas beaucoup, mais enfin bon, on les aime quand même, etc., etc. Si vous voulez, le registre linguistique de l'amour est un registre qui recouvre toute une série de domaines, et toute une série de domaines pour lesquels les linguistes ont montré qu'il n'existait pas dans le langage de traits définitoires. Et c'est le cas particulièrement en français. On parle d'aimer, mais quand on dit aimer, le fait d'aimer n'a absolument aucun objet attaché avec ce fait-là. C'est un verbe qui se donne dans une espèce de généralité absolue, dépourvue de toute singularisation possible, de sorte que, dans la plupart des langues indo-européennes, la seule exception étant le grec ancien, qui distingue Eran de Philein, qui distingue l'amour érotique d'une certaine manière du fait d'aimer en général, mais à l'exception du grec, toutes les langues indo-européennes sont des langues qui impliquent, lorsque l'on parle d'amour, un supplément. L'amour est toujours quelque chose qui, pour exister dans son domaine propre, la nourriture, l'amour physique, etc., requiert une qualification supplémentaire, requiert d'autres mots pour pouvoir dire ce dont il est question. De telle sorte qu'effectivement, du point de vue linguistique, l'amour est quelque chose d'impossible à circonscrire directement, et quand on parle du prix de l'amour, on peut pouvoir parler, on devrait pouvoir parler du prix de toutes les formes d'amour, et donc du prix, effectivement, des linguinés aux palourdes, ou bien des relations que vous avez avec vos parents. Mais non, c'est évidemment pas de ça dont on va parler. Donc pour ce soir, si vous me permettez une blague un petit peu débile, je vais me placer sous l'autorité d'une personne en particulier pour circonscrire cette question et pour éviter d'avoir à passer par ce supplément permanent qui est nécessaire si on veut parler d'amour. Et donc, je vais singulariser l'amour dont il est question ce soir avec cette prononciation alidéenne très, très particulière qui donne une inflexion au mot amour, qui devient un truc comme amur. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose comme ça. Donc, le prix de l'amour dont on va parler ce soir, c'est le prix de l'amour. Je vous remercie de rigoler, c'était vraiment pas très très fin de ma part, mais enfin voilà, il fallait quand même que j'en arrive à dire quel va être effectivement le sujet de cette causerie. Alors, bon, évidemment, l'amour au sens érotique du terme, l'amour au sens de la relation qui se construit entre deux êtres humains, c'est quelque chose dont vous savez très très bien qu'il appartient à une histoire riche, histoire humaine, histoire philosophique, histoire artistique, on en entendra évidemment un mot tout à l'heure, histoire qui se synthétise dans toute une série de scènes qui sont des scènes iconiques avec lesquelles on n'arrête pas de se débrouiller et sur lesquelles on n'arrête pas de revenir encore et encore, comme si elles constituaient des matrices inépuisables de notre relation et des matrices inépuisables de ce qui est impliqué par le fait de cette relation, à savoir précisément ce que ces relations nous coûtent. Et celle par laquelle j'aimerais commencer, c'est bien évidemment l'affaire
un petit peu triste, un petit peu tragique. L'histoire d'amour un petit peu triste, un petit peu tragique, qui unit Roméo et Juliette. Affaire tragique parce qu'évidemment elle se termine mal, et affaire tragique parce qu'elle s'inscrit immédiatement dans un cadre, dans un espace, dans un lieu qui est un lieu qui va nous faire rentrer progressivement dans cette question du prix. Et avec un peu de chance, à la fin de ces 40 minutes, le titre de cette conférence aura pris un peu de sens. Sinon, on en sera toujours resté, disons, à la chanson des Everly Brothers, et c'est très bien comme ça. Le lieu qui est important dans le cas de l'histoire de Roméo et Juliette, c'est bien évidemment les deux familles. Le fait que l'histoire d'amour qui unit ces deux jeunes adolescents, ici vous le voyez dans le film qu'en a tiré Franco Zeffirelli en 1968, film qui avait fait scandale à l'époque parce que les deux acteurs étaient majeurs, et il y avait des scènes de nus dans le film, ce qui avait suscité évidemment toute une série de discussions et de scandales. Cette histoire d'amour est donc une histoire d'amour qui est rendue impossible par le fait qu'à Vérone, Roméo et Juliette appartiennent à des familles qui sont des familles rivales, des familles prises dans un conflit, la famille Montaigu et la famille Capulet, comme vous le savez, signalant d'une certaine manière la nécessité de la tragédie comme étant une nécessité qui, elle aussi, se présente sous la forme d'un supplément, c'est-à-dire sous la forme du lieu où elle intervient. En gros, ce que dit Roméo et Juliette, c'est le prix de l'amour. Une fois que l'amour s'inscrit dans un espace où les amants ne sont pas seuls, ce prix, c'est la vie. Or, c'est le corollaire, d'une certaine manière, de cette espèce de syllogisme, il n'y a pas d'amour en dehors d'un espace qui le distribue. Par conséquent, ce serait effectivement une espèce de syllogisme de Roméo et Juliette. Il n'y a pas d'amour en tant que situé dans un espace qui le détermine, il n'y a pas d'amour qui ne coûte la vie. Ce serait, si vous voulez, le théorème fondamental du romantisme occidental ou de la philosophie de l'amour occidental. L'amour véritable, l'amour le plus innocent, le plus pur, l'amour de deux adolescents qui veulent oublier leur inscription dans un espace, cet amour-là, dans sa pureté absolue, se solde irrémédiablement par son annulation, par la destruction de la vie des amants en question. C'est un théorème qui est un théorème extrêmement fort, mais c'est un théorème qui existait évidemment à l'époque de Shakespeare, traversait l'œuvre de Shakespeare, traverse d'une certaine manière toute l'histoire de la tragédie amoureuse, traverse aussi, plus près de nous, bien évidemment, toute l'histoire Hollywood. Ici, vous avez une image tirée de Romeo plus Juliet de Baz Luhrmann, le réalisateur australien, on est en 1998, une espèce de remise à jour du mythe de Roméo et Juliette qui ne se passe plus à Vérone, mais à Verona Beach, à Los Angeles. Voilà. Leonardo DiCaprio, Claire Danes, il y a des guns, des poursuites en voiture, des colombes comme dans les films de John Woo, mais la fin est toujours la même et le théorème est toujours identique d'une certaine manière. Il y a un amour, cet amour est absolu, cet amour s'inscrit dans un espace, cet espace est hostile à cet amour, la seule solution pour cet amour, la seule solution permettant à cet amour d'exister est son annulation. Le prix, d'une certaine manière, qui est mis sur l'amour en tant que l'amour n'est pas quelque chose dont on peut faire ce que l'on veut, ce prix est tout, d'une certaine manière. Ce prix est une totalité, la totalité de l'amour en tant que tel, la totalité de l'amour en tant qu'il irrigue, qu'il nourrit, qu'il traverse, qu'il transit les existences des amants. C'est quelque chose qui est assez déprimant, en fait, quand on y réfléchit. C'est un peu tristoun, cette histoire. De dire, OK, soit il y a l'amour absolu, mais alors cet amour n'est possible que complètement hors sol, d'une certaine manière, dans la pureté idéale d'une relation qui serait une relation complètement détachée de son contexte. Ça a été un grand fantasme philosophique, ça. Au fond, la théorie de l'amour chez Platon, c'est une théorie qui est une théorie du hors-sol. Bon. Et donc c'est une théorie purement idéale, c'est une théorie qui n'a pas de chair. Bon. Mais si on revient sur le sol, alors c'est moche. Bon, effectivement, c'est pas très rigolo, ça, comme idée. Et il est quand même curieux de considérer que le sommet du romantisme occidental, européen, est représenté précisément par cette figure-là, cette figure du prix absolu donné à l'amour.
Et on pourrait se dire, bon, si ça se trouve, c'est encore une cochonnerie judéo-chrétienne, voilà, on est les descendants de cette histoire-là, donc allons voir chez les autres, tout va aller bien mieux. Bah, écoutez, pas exactement. Ici, vous avez une image tirée d'un film coréen, Bishunmo, de Young Jun Kim, c'est un film des années 2000, c'est un wuxia-pan. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le genre des films de KPDP venu de la tradition du cinéma hongkongais, cinéma populaire hongkongais, cinéma très populaire. Bon. L'histoire, ici, est une histoire qui ressemble à s'y méprendre à l'histoire de Roméo et Juliette. Ce sont deux personnages, effectivement, qui deviennent amoureux, qui tombent amoureux, sauf que, pas de bol, là aussi, rivalité entre les deux familles. Donc on se court derrière, enfin non, tout compte fait, on ne peut pas se parler, mais si on s'aime quand même, mais non, on ne peut pas s'aimer parce que ta famille, oui, mais ta famille, etc. etc. On se tue, le personnage principal meurt 3 fois dans le film, mais il revient parce qu'en fait, il n'est pas tout à fait mort, etc. etc. Sauf, évidemment, à la fin, le moment des retrouvailles, où, fuck les deux familles, la rébellion est totale, mais évidemment, cette rébellion se solde par... là aussi, la mort des deux amants, une mort sublime d'ailleurs, c'est un film que j'aime beaucoup. Voilà, il est assez tarte, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les trucs assez tartes, il ne faut pas m'en vouloir. Film qui incarne et qui représenterait très bien aussi dans sa manière de raconter cette histoire, ceux d'entre vous qui êtes familiers du cinéma d'Extrême-Orient, du cinéma hongkongais, du cinéma japonais, du cinéma coréen, vous le savez, hein. Ce genre de schéma existentiel, cette narration de l'amour, c'est très fréquent, au fond. C'est même là aussi la version de base. C'est là aussi, d'une certaine manière, la structure intellectuelle de l'amour, le théorème, d'une certaine manière, qui gouverne la manière dont l'amour fonctionne. Et donc, l'affaire, une fois de plus, ici, n'est pas strictement européenne. L'affaire touche, semble-t-il, d'autres cultures qui peuvent même aller beaucoup plus loin, puisque dans notre tradition, incarnée par Roméo et Juliette, l'absoluité de l'amour hors sol requiert quand même une condition, c'est qu'ils se disent, c'est-à-dire qu'ils soient reconnus. Roméo aime Juliette, Juliette aime Roméo, c'est une chose, mais que Juliette sache que Roméo l'aime ou que Roméo sache que Juliette l'aime en est une autre. Pour nous, c'est important. Au Japon, ça ne l'est pas. Qu'un tel aime un tel, dans l'éthique samouraï par exemple, très bien. Que cette même personne aime en retour, très bien. Que cela soit dit, c'est déjà déjuger. C'est déjà faire perdre à la puissance et à la vérité de cet amour quelque chose comme le cœur de sa vertu. De telle sorte qu'un amour qui se dit, un amour qui s'avoue, est un amour qui est déjà de qualité moindre. Donc vous voyez que même en dehors de chez nous, non seulement le théorème est valable, mais en plus que des conditions supplémentaires par rapport à l'effectuation de l'absoluté de l'amour peuvent être posées à ce dont il est question. Donc on peut se poser la question, bon, très bien, nous voilà avec cette affaire d'amour pas très marrante, où les déterminations semblent être plus fortes que tout, et où ce qu'il en est de l'amour n'arrête pas de chuter par rapport à la pureté qui est censée être ce qui nous y fascine, au fond, cette chose qui fait qu'on continue, envers et contre tout, à tomber amoureux et effectivement trouver que c'est la chose la plus belle qui puisse se produire dans nos existences, et même à racheter la nullité de nos existences. Par ailleurs, on a un travail de merde, une vie de merde, une famille de merde, mais au moins on est amoureux. Vous voyez ? Il y a quelque chose là qui est de l'ordre du transcendant. Mais cette transcendance est en permanence annulée par cette idée que, oui, mais quand même ça finit mal. Alors évidemment, il y a la version hybride. L'Occident rencontre l'Orient, Madame Butterfly, Puccini, ici dans la mise en scène de Frédéric Mitterrand. Bon, je vais pas m'étendre là-dessus parce qu'en fait, je me rends compte que j'ai pas grand-chose de supplémentaire à dire sur cet opéra, si ce n'est effectivement qu'il est le lieu de la synthèse de ce qui nous intéresse ici. Pour ceux qui ne connaissaient pas l'histoire, donc effectivement, c'est l'histoire d'un officier qui s'appelle Pinkerton, qui en Indochine, au Japon, tombe effectivement a une relation avec une jeune femme qui s'appelle Chicho-san, qui en japonais veut dire effectivement Madame Papillon. Sauf qu'à un moment donné, il rentre en Europe, elle est folle amoureuse de lui,
lui a fait croire, et quand il revient dans le pays, il revient avec la femme qu'il a épousée entre-temps. Et évidemment, là, à nouveau, l'affaire finit pas super bien. Mais plutôt que continuer ce petit tour, j'aimerais faire un petit bond en arrière par rapport à Roméo et Juliette. Et une autre scène qui est une scène inaugurale d'une certaine manière, notre conception du romantisme, ou conception de l'amour, une scène que vous connaissez sans doute, on connaît tous l'histoire de Héloïse et Abélard, du religieux Abélard qui se trouve puni de sa relation avec, au fond, celle qui est au départ une de ses élèves, Héloïse, et qui se trouve puni de cet amour par la castration. Pierre Abélard est castré en 1117. Castration qui représente la punition pour avoir désiré ce qu'il n'avait pas le droit de désirer. Il est religieux, donc voilà, il est professeur, bon voilà, il est beaucoup plus âgé, voilà. Surtout, Héloïse est sous la protection d'une figure comme ça, d'une figure de chanoine, le chanoine Fulbert, qui lui aussi a visiblement il aime quand même un peu Héloïse, vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, il n'est pas très content quand Abélard se la tape. Et voilà, il le fait castrer, il le fait par des hommes à lui, et c'est un peu l'histoire telle qu'on la connaît. Sauf que l'histoire est en fait beaucoup plus intéressante et beaucoup plus riche et beaucoup plus complexe. Outre l'histoire de castration qui ne s'arrête pas là, puisque Fulbert lui-même sera puni d'avoir accompli cet acte, ou d'avoir ordonné cet acte, qui était un acte qu'il n'avait évidemment aucun droit d'ordonner. Mais ce qui est intéressant, ce sont les deux personnages, Pierre Abélard et Héloïse. Héloïse dont on ne connaît pas le nom de famille. Pierre Abélard, avant d'être le héros, le protagoniste mâle de cette histoire qui a donné deux des premiers chefs-d'œuvre de la littérature, pas encore moderne, en tout cas la littérature de la fin du Moyen-Âge, non seulement sa correspondance avec Héloïse, mais également son autobiographie, Le récit de mes malheurs, qui est une des premières autobiographies au sens moderne du terme. Pierre Abélard est d'abord une très grande figure de la pensée. C'est le défenseur de ce que dans la théorie, dans la philosophie médiévale, on appelle conceptualisme, qui s'oppose au réalisme, c'est-à-dire conceptualisme, c'est l'idée que les choses dont on parle, en tant qu'on en parle, c'est-à-dire en tant qu'elles sont des idées existant dans des mots, ne sont que des concepts existant dans notre cerveau, qui n'ont aucun rapport, quel qu'il soit, même de pure référence, avec la réalité effective des choses. Pour Abélard, il y a deux mondes. Il y a le monde des choses, dont on ne peut pas parler, et il y a le monde des idées, dont on peut parler, mais qui ne sont pas des choses. Bon. Cette idée-là est une idée capitale dans les querelles théoriques de la fin du Moyen-Âge, des idées tellement capitales qu'au fond, elles vont circuler dans la culture européenne jusqu'à irriguer, par exemple, la philosophie de Ludwig Wittgenstein, dont vous connaissez la dernière phrase du Tractatus Logico-Philosophicus, ce dont on peut parler, il faut le taire. Cette idée, d'une certaine manière, que les choses nous sont absolument inaccessibles et que le seul langage que l'on puisse tenir à propos des choses est un langage de pure convention qui n'a aucun rapport avec les choses, c'est une idée qui est appelée à un très grand succès. Et la position inverse, la position réaliste, qui dit que on peut désigner les choses par le langage, elle aussi, ça pose d'une certaine manière les cadres d'un débat qui était un débat qui intéressait assez peu les gens avant et le pose d'une manière très forte. Donc Abélard est surtout connu, d'une certaine manière, et dans son temps était surtout connu pour sa théorie, pour sa pensée. Ce n'est pas cette espèce de fait divers dans son existence. En plus, c'était un coureur de femmes. Ce n'était pas ce fait divers qui l'a rendu célèbre dans son lieu propre, qui était celui de la pensée. C'est véritablement son travail. Mais il en va de même d'Héloïse. Héloïse est la première femme de l'histoire européenne à suivre les cours des arts libéraux. Elle devient directrice supérieure du premier ordre religieux strictement féminin, l'ordre du Paraclet. Elle inaugure, par sa correspondance avec Abélard, mais également dans ses propres écrits, toute une série de figures littéraires qui vont compter dans l'histoire de la littérature française, mais de l'histoire de la littérature européenne. C'était un personnage très important également dans son lieu propre. Il est étonnant de voir que ces deux personnages très importants, qui inaugurent tous les deux quelque chose,
se rencontrent, quelque chose se passe, qui aboutit là aussi, d'une certaine manière, à une situation qui est une situation de drame. Ils sont séparés dans tous les sens du terme, littéralement, c'est-à-dire une séparation qui vient jusque s'inscrire dans la chair de Abélard, une séparation qui marque d'une certaine manière la mort effective de leur amour et ensuite la nécessité de sa transcendance sous la forme de ces recueils de correspondances qui vont être publiés, qu'on continue à lire aujourd'hui ou à étudier dans les départements des anciennes, etc. etc. Je dis, si vous ne les lisez pas, si vous ne les avez pas encore lus, la correspondance d'Héloïse et Abélard, c'est absolument extraordinaire, il faut absolument lire ce truc. Donc je vous conseille de le lire. Parenthèse fermée, donc l'importance de cet espace très particulier où, d'un côté, un geste intellectuel, de l'autre, un geste politique, proto-féministes, disons, sont posés. Dans cette double détermination d'invention intellectuelle et politique, vient s'inscrire l'amour, et que cet amour se solde par une séparation. On se trouve là, si vous voulez, dans un lieu où le théorème dont je vous parlais tout à l'heure, ce théorème de l'impossibilité de l'amour en tant qu'absolu, à cause et à raison du lieu où il s'inscrit, vient se matérialiser d'une manière un petit peu plus concrète que chez Roméo et Juliette. Il ne s'agit pas de deux familles qui se crêpent le chignon et qui n'ont pas envie de, voilà, dans une intrigue politique d'une petite ville italienne, enfin, Vérone à l'époque n'était pas si petite que ça. C'est vraiment quelque chose où se croisent, d'une certaine manière, des enjeux. À travers l'amour, c'est ça la leçon que j'ai envie de vous faire méditer avec ces petites anecdotes, à travers l'amour, il y a toujours autre chose, on revient aussi à la question du supplément, il y a toujours autre chose que l'amour qui vient se donner. Il y a toujours autre chose que le simple fait de la sentimentalité ou du désir qui vient s'inscrire dans l'amour. La détermination peut être une détermination négative, de familles qui se détestent, comme une détermination positive, une invention intellectuelle, une invention politique, l'une comme l'autre, négative comme positive, venant là, si vous voulez, jouer autour de l'amour comme un espace que l'amour vient exprimer ou révéler, rendre visible, rendre perceptible. L'amour est ce qui fait rentrer en crise, d'une certaine manière, la détermination qui était celle de la politique véronaise, comme elle fait rentrer en crise un moment de l'histoire de la pensée occidentale où, subitement, les nécessités de penser notre rapport aux objets d'un côté, la nécessité de s'inscrire comme femme dans un espace politique absolument masculin de l'autre, se trouvent formulées. C'est très important, ça, parce que ça va déplacer, d'une certaine manière, notre petit théorème du début, et ça va aussi déplacer cette question du prix de l'amour. On se dit, le prix de l'amour, oui, effectivement, le prix de l'amour, plaisez-boss, etc., etc. Oui, mais en réalité, comme on le verra dans un instant, le prix de l'amour se situe peut-être à un lieu qui est un lieu plus crucial que simplement notre petites affaires narcissiques de savoir si on se relève plus ou moins des baffes qu'on s'est prises, des méprises qu'on a faites, des remords qu'on possède, etc., etc. Et pour épaissir un peu cette histoire, la photo devient un petit peu plus sinistre, rassurez-vous, j'en ai d'autres qui devraient vous mettre en joie après. Hans Urs von Balthasar, pour ceux d'entre vous qui ne le connaissaient pas, vous devez absolument lire Hans Urs von Balthasar, pas seulement parce qu'il a un nom vachement cool, mais aussi parce que c'est le plus grand théologien de la seconde moitié du XXe siècle, et qu'on ne lit pas assez les théologiens, alors que ce sont des gens absolument passionnants, surtout lui. Et pour ceux pour ceux d'entre vous qui ne connaissaient pas son œuvre et qui avaient envie de le découvrir, je vous recommande un livre de lui qui est un petit livre, relativement accessible. Il a écrit des trucs un petit peu... mais celui-là est accessible, il s'appelle « L'amour seul est digne de foi ». Et c'est un livre très important parce qu'il synthétise d'une certaine manière toute sa pensée, et en synthétisant toute sa pensée, il synthétise également toute la théologie chrétienne de l'amour, qui est une théologie basée sur l'idée que l'amour existant entre un être humain et un autre être humain, ou l'amour existant à l'intérieur d'une communauté, circulant à l'intérieur d'une communauté, à l'intérieur d'une famille, à l'intérieur d'un espace politique, pourquoi pas, parce que l'espace politique peut être transi par l'amour. L'amour est une force politique également. L'amour seul est digne de foi, cela veut dire quoi? Cela veut dire que pour un chrétien, dans le sens de la théologie catholique, le lieu de l'amour, l'endroit d'où l'amour se donne à nous, et dont notre amour, ou les amours qui sont les nôtres, se forment d'une certaine manière l'incarnation, cet amour-là n'est jamais seulement un amour humain. Lorsque on aime une personne, l'amour qui lie entre les deux personnes en question n'est autre que l'amour de Dieu lui-même, en tant que Dieu est strictement amour.
pour Hans Urs Balthasar, théologien chrétien. Ce qui caractérise le Dieu des chrétiens, c'est effectivement cette dimension nouvelle par rapport au Dieu du judaïsme, qui est un Dieu de la loi. Le Dieu chrétien est un Dieu de la grâce. Il se donne sous la forme de l'amour, de sorte que les relations entre êtres humains sont toujours saturées, en tant qu'elles sont amoureuses, sont toujours saturées par cette présence, d'une certaine manière, de la force divine. Chacune de nos histoires d'amour, d'une certaine manière, pour un chrétien, c'est moche, mais c'est comme ça. Il y a l'autre qui regarde. Voilà. Qui regarde, enfin, qui organise un petit peu les choses. Et c'est grâce à lui, d'une certaine manière, que l'amour existe et l'amour circule. C'est une théorie de l'amour qui est très ambitieuse, là. C'est une théorie de l'amour qui, à nouveau, nous emmène vers des choses très grosses, très vastes, très grandes, hein, comme les affaires d'Abélard ou les affaires d'Héloïse. On monte très très haut en généralité, là, et on arrive immédiatement en contact avec le divin, de telle sorte que le mystère s'épaissit. Si on en arrive au divin, quand on parle d'amour, comment se fait-il que ça finisse si mal à chaque fois? Le mystère, si vous voulez, ne se résout pas du tout en disant bon ben voilà, Dieu est amour, bon ben ça finit mal, c'est Dieu quand même, et c'est toujours l'amour, et c'est cool, et on va tous au paradis. Les choses sont un petit peu plus compliquées. Simplement, ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est, par cet exemple-là, qui vient se rajouter aux autres, à nouveau vous montrer, vous dire à quel point cette question du prix et cette question de l'amour est une question qui est tout de suite prise au-delà d'elle-même. Alors, si vous connaissez ce film, The Shop Around the Corner, Ernst Lubitsch, c'est le moment où, dans ma petite histoire, les choses commencent à s'inverser. Parce qu'on est monté très haut en généralité. C'est le moment où on peut peut-être redescendre à nouveau un petit peu sur Terre. The Shop Around the Corner, pour ceux qui ne connaissaient pas le film, ça raconte une histoire de proximité. Hein. On est à Budapest. Et il y a deux employés d'une boutique qui ont tous les deux envie de tomber amoureux et qui répondent à des petites annonces et qui s'écrivent, correspondent. Chacun avec un correspondant. Eux, ils ne peuvent pas se saquer, hein, ils ne s'aiment pas du tout, ils se trouvent vraiment insupportables l'un l'autre, enfin, etc., etc. Sauf qu'à un moment donné, il réalise, personnage joué par James Stewart, que la personne à qui il écrit et dont il est en train de tomber amoureux par courrier interposé n'est autre que l'autre vendeuse qui ne peut pas saquer. Et donc il va faire en sorte, d'une certaine manière, ça va lui ouvrir les yeux. Il va commencer à la regarder différemment, à l'apprécier différemment, à la voir différemment. Et il va se dire, je vais essayer de faire en sorte que ce soit réciproque, parce que c'est pas, au début, c'est pas ça. Et donc il va mettre tout en place, toute une stratégie, si vous voulez, et effectivement, ça va marcher. Ils vont réaliser tous les deux que, et en fait, ils étaient aveugles à, et voilà, ça finit très très bien. Et puis c'est tout. Fin du film, ça finit très bien, puis c'est tout. Plus de mort, plus de castration, Dieu n'est pas là, les choses sont dans des petites boutiques à Budapest, rien de très très spectaculaire. Alors c'est marrant parce que cette petite chose qui a l'air de rien est une petite chose qui a eu son petit succès. Hein. Le film, certains d'entre vous effectivement le connaissez, et vous connaissez aussi peut-être du coup les remakes qui en ont été donnés, à commencer par celui-là. You've Got Mail, avec Meg Ryan et Tom Hanks, un film de Nora Ephron, on est en 1988, où les choses sont l'allusion, outre le scénario, qui est à peu près identique, à 2-3 détails près. Meg Ryan est libraire. Elle tient une librairie dont le nom est précisément The Shop Around the Corner. Et Tom Hanks n'est pas un collègue de la librairie, lui c'est un propriétaire d'une immense chaîne de supermarchés du livre qui s'appelle, si je me rappelle bien, Fox Books, et qui veut racheter évidemment l'espace qu'occupe Meg Ryan, qui enfin, pour lui, c'est complètement ringard, ces petites librairies de quartier ridicules, ça ressemble à rien du point de vue du business, et puis voilà, il y a une espèce de snobisme du libraire de quartier, c'est insupportable, bon, etc., etc. Lui, il veut raser tout ça et transformer ça en un truc moderne, quoi. Donc, ils ne sont pas faits pour s'entendre non plus, si vous voyez ce que je veux dire. Or, eux aussi ont une vie sentimentale un peu merdique,
Et donc, ils essayent ce qu'ils peuvent. Et ce qu'ils peuvent, c'est les sites de rencontres. Aujourd'hui, ça a changé. Tout le monde va sur les sites de rencontres, qu'on ait une vie sentimentale merdique ou pas. Mais à l'époque, c'était plutôt pour les gens qui avaient une vie sentimentale merdique. Site de rencontres et effectivement, envoi de mails, etc., etc. You've Got Mail, là aussi, l'histoire. Voilà. Ils finissent par se découvrir. Ils tombent amoureux par courrier interposé. Et puis, en fait, ils découvrent que qui et non, c'est pas possible, non, c'est pas possible, si c'est possible, fin. Donc, si vous avez la version bourgeoise ou petit bourgeoise, si vous voulez, de l'amour qui tient compte des petites circonstances. C'est plus la politique de la ville de Vérone, c'est plus la théologie catholique, mais c'est simplement voilà ma petite boutique, ma petite vie de quartier, un machin qui appartient à la technologie du moment, les petites annonces de journaux auxquelles on répond par écrit dans The Shop Around the Corner, les mailing lists et les sites de rencontres, les premiers sites de rencontres ou Minitel de rencontres, je ne me souviens plus très bien du détail, j'ai pas revu le film. Dans le cas de You've Got Mail. Donc on est là dans un espace où subitement les choses se referment très très fort, et un espace qui du coup nous semble immédiatement beaucoup plus familier. Leur histoire, d'une certaine manière, ça pourrait être la nôtre. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça nous paraît en tout cas beaucoup plus réaliste, là pour le coup, en tout cas beaucoup plus proche, beaucoup plus éloigné de cette espèce de grande détermination qui permettait de dire que le prix de l'amour, c'était l'amour lui-même, voire la vie des amants. Au fond, nous pouvons vivre des vies qui sont des vies où le prix de l'amour, c'est d'abord se crêper un peu le chignon, puis enfin, finalement, on se rencontre, et puis on ne sait pas ce qui se passe après. C'est surtout ça qui est important. L'addition, on ne la présente pas dans les comédies romantiques. Peut-être qu'elle vient, mais on ne sait pas. En tout cas, elle n'est pas présentée d'emblée. A priori, le prix, c'est le prix qu'on paye pour arriver à l'amour. Il faut un peu renoncer à ses préjugés, par exemple. Un peu renoncer à ses ambitions. Au contraire, dans le cas de Meg Ryan, elle se retrouve avec un mec qu'elle considère comme un connard, mais en fait, le connard n'est pas si un connard que ça. Et donc, elle fait un coup de mariage, quand même, quoi. Le mec est pété de thunes. Mais sinon, mis à part ces petits détails, comme ça, on est dans quelque chose d'absolument, d'une certaine manière, banal. Donc on pourrait se dire, voilà, en quoi les questions précédentes nous concernent-elles ? Moi, j'ai envie de dire que la relation entre les deux, le lien qui existe entre les deux, pourrait être bien représenté par ce personnage, Cole Porter, un des plus grands auteurs de standards du XXe siècle, la seconde moitié du XXe siècle, du XXe siècle tout court. Hein, il commence à écrire ses plus célèbres chansons dès les années 1930. Cole Porter, l'homme qui a écrit Night and Day, l'homme qui a écrit I Got You Under My Skin, vous savez, la chanson c'était la chanson titre, enfin la chanson phare de Frank Sinatra. Sinatra la chantait chaque semaine quand il avait un show hebdomadaire à la radio à partir de 1946. Il la chantait à chaque fois. Puis il l'a enregistré 4 fois entre 1956 et 1993. C'est la chanson comme ça, qui représente le romantisme Sinatra, le romantisme crooner, le romantisme qu'on vient vous susurrer à l'oreille, et qui, d'une certaine manière, vient nous dire « I got you under my skin, I got to give in », je t'ai dans la peau, il faut juste que j'abandonne, etc., etc., qui décrit une espèce d'idéal comme ça, fusionnel où, indépendamment des contextes, un peu comme dans You've Got Mail ou dans The Shop Around the Corner, le contexte, au fond, nous affecte relativement peu, et on peut se retrouver ou se replier sur notre existence, étant donné que là aussi, il y a un petit prix à payer, mais ce prix est au fond un prix relativement dérisoire, même s'il y a une phrase rhétorique dans la chanson. I'll sacrifice... comment ça marchait déjà ? I'll sacrifice everything come what may. Je te sacrifierai tout, sauf qu'on sait très bien que c'est des paroles, hein, comme ça, des choses qu'on dit dans l'hyperbole du langage amoureux, sans que cela ait véritablement un sens. Et bien moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que si ça se trouve, il y a un vrai sens et il y a un vrai prix dans cette chanson, et on va voir lequel. Let the scariness begin. I've got you. You've got me.
Under my skin. Under your skin. I've got you. You've got me. Deep in the heart of me. That's very true. So deep in my heart. Oh, You're really a part of me. I don't want to be a part of you. I've got you under my skin. I've tried so But not to give in. get back down there. I said to myself, this affair never will go so well. But why should you try to resist when, darling, I know so well I've got you Got me. under my skin. Just give me a chance here. You'd sacrifice anything come what might for the sake of having me near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats in your ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality. Wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me... Stop before you begin. Because I got you You got me. under my skin. Okay, Sarah, whatever will be, will be. Oh, that number scared the pants off me. You sure you didn't just forget to put them on again? Donc vous voyez que ce qui se passe ici, c'est évidemment une version légèrement différente de la version que pouvait chanter Sinatra sur les cordes de son orchestre arrangé par Nelson Riddle. Ici, c'est un extrait de l'épisode 19 de la première saison des Muppets, on est en 1978, dans lequel vous voyez Behemoth, le personnage un peu, voilà, avec son accent écossais, et c'est quoi, Shanky Sanchez, la petite souris, qui se trouve dans un duo exprimant d'une certaine manière une forme de réalité. Hein. I got you under my skin, c'est aussi je vais te bouffer. De telle sorte que, si vous voulez, la leçon qu'on pourrait tirer de ce petit clip, c'est que ce lieu du romantisme absolu, non pas absolu, mais du romantisme relatif, de ce romantisme un peu sentimental qu'on échange entre nous à travers ces différentes chansons, à travers les comédies romantiques, ce romantisme des vies ordinaires qui sont les nôtres et qui ont à dealer avec l'amour d'une manière ou d'une autre, eh bien, l'espace dans lequel il se situe, l'espace de langage dans lequel il se situe et que la chanson incarne, est au fond un espace qui est l'espace de la monstruosité, si vous voulez. Behemoth est le monstre qui vient manger autrui en lui disant I got you under my skin, en lui susurrant d'une certaine manière des paroles d'amour qui sont des paroles d'amour essentiellement pour le fait que, eh bien, il va manger à sa faim et que le plat sera plaisant, etc., etc., etc. De telle sorte que il y a un espèce de regard rétrospectif typique des Muppets, du reste, hein, qui regardent tout ce qui les entoure, la culture qui est la leur, avec le regard sceptique, ironique de celui qui sait que le plus ordinaire, les happy end, les mots d'amour que l'on susurre sont tous irrigués par quelque chose qui là aussi les dépasse, sont tous irrigués ou nourris par quelque chose qui est de l'ordre d'une monstruosité fondamentale, de telle sorte que même ces scènes rassurantes en apparence, ces scènes qui ont l'air de décrire une banalité à laquelle on pourrait aspirer, Meg Ryan qui épouse un riche industriel et dont la librairie est sauvée et en même temps sa vie sentimentale est sauvée, génial, est en réalité le lieu véritable de l'horreur ou le lieu véritable d'une horreur. Une horreur, c'est qu'il est difficile de mettre un mot, si ce n'est qu'elle est une dimension de ce dont il est question. Au cœur de la banalité de l'amour se situe l'horreur de ce qui en est forclos au nom de sa banalité. C'est-à-dire que la banalité, en tant qu'elle se donne comme telle, cet amour est absolument banal, il n'y a rien qui le dépasse. Il n'y a pas de famille Montaigu-Capulet, il n'y a pas de théologie, il n'y a pas Dieu qui vient se mêler de nos affaires. Eh bien,
à ce moment-là, au moment où l'on croit se mettre à distance de cet espace qui est un espace de détermination de l'amour, pouvant arriver au lieu du sacrifice de la vie et donc du sacrifice de l'amour lui-même, est en réalité un espace de la forclusion de cette chose-là. Hein, pour le dire en utilisant un mot de nature psychanalytique, mais je crois qu'il doit y avoir 2-3 psychanalystes dans la salle. L'amour attire les psychanalystes en général, donc il doit y en avoir quand même un ou deux. De telle sorte que, voilà, on en arrive à ce qui semblait, d'une certaine manière, se détacher de cette tradition que j'ai décrite, se détacher de ces différents exemples, finit par s'y rattacher de manière absolument inattendue, comme, disons, leur face profane par rapport à la face sacrée. Je me rends compte, je suis monstrueusement bavard. Par conséquent, il va falloir que je saute, si j'ose dire, 2-3 petits détails, comme l'histoire du connubium, c'est dommage. J'avais envie de vous emmerder avec un peu de droit romain, mais ce sera pour une autre fois. Il aurait pu avoir un peu de cul aussi, mais ce sera également pour une autre fois. Et on va juste causer 2 secondes de ce personnage que moi j'aime beaucoup, donc le psychanalyste Jacques Lacan, qui avait cette définition de l'amour un peu particulière, et peut-être, je crois qu'il y a eu un débat ici hier qui devait tourner autour déjà de ces sujets, donc j'imagine que sa fameuse définition de l'amour comme le fait de donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas, qui est une définition que je trouve d'abord, franchement hilarante, et puis 2, franchement vraie, comme tout ce qui est franchement hilarant. Cette définition est une définition qui dit assez, d'une certaine manière, ce que je viens de vous expliquer ici, qui dit assez le caractère toujours décalé de l'amour par rapport à ce qu'on voudrait lui donner comme forme essentielle. Hein. L'idée que l'amour est le lieu d'une pureté, qui est sa pureté propre, qui rejaillit sur les sujets qui en sont traversés. Dans l'exème, dans la petite apophthegme, cette fusée, d'une certaine manière, de Lacan, cette question du supplément, cette question du décalage, le fait que l'amour n'est jamais lui-même, est quelque chose qui est souligné depuis le lieu de l'expérience psychanalytique. L'amour, c'est donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. Alors là aussi, on pourrait voir cette affaire comme quelque chose d'absolument déprimant, comme la déprime qu'on peut avoir à la fin de l'histoire de Roméo et Juliette en disant « Putain, c'est ça notre absolu de l'amour, putain, les boules, quoi ». Horreur. Moi, j'ai pas envie de rencontrer une Roméo, j'ai pas envie de me retrouver dans leurs histoires de famille à la con, une Juliette, pardon. J'ai pas envie de me retrouver dans ces histoires de famille à la con, et puis après, sur un malentendu débile, me suicider alors que... Enfin, bref, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, si vous voulez, existentiel. Ce que dit Lacan, c'est qu'on peut regarder ça d'une autre manière, cette affaire-là. Si, en effet, toute détermination de l'amour aboutit de manière nécessaire à sa destruction, d'une certaine manière, et à sa destruction comme sa seule possibilité d'intensification maximale, alors, en effet, il y va de l'amour comme de quelque chose qui nous met face à la responsabilité de pouvoir faire cette épreuve de l'intensité maximale. Comme What May, comme dit la chanson de Cole Porter, quoi qu'il arrive. Et je crois que cette espèce de décalage-là est un décalage qui est effectivement très fort, qui est un décalage qui nous permet, dans nos existences d'abord, mais également, si on est Héloïse et Abélard, du point de vue d'une histoire plus vaste, politique, intellectuelle, si on est Roméo et Juliette, du point de vue, là aussi, d'une histoire familiale dans une ville italienne de la Renaissance, on peut, comment dirais-je, considérer l'amour comme le lieu de ce que Lacan, là aussi, appelait, au fond, le réel des existences, ou, pour utiliser un mot plus philosophique, plus métaphysique et plus profane, le lieu de la vérité. Vérité en tant que, précisément, il n'y a pas de vérité gratuite, ou réel en tant qu'il n'y a pas de réel gratuit. La vérité, c'est jamais quelque chose qui nous vient comme ça, du ciel, comme certains philosophes continuent à vouloir nous faire croire, certains métaphysiciens, ou bien pire, comme certains auteurs de développement personnel continuent absolument aussi à vouloir vous faire croire, quand ils vous disent « soyez vous-même », etc., 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 comme si, évidemment, il n'y avait pas de prix à payer pour le fait d'être, et comme si le fait d'être n'était pas un prix absolument exorbitant à réclamer à ceux qui veulent être. Hein. Ce qu'on entend ici avec le lexème de Lacan, si on l'applique au domaine de l'être, c'est l'être aussi, c'est être autre chose que ce qu'on est. Et c'est très très bien, de cette manière. Donc ce qui m'intéresse, moi, dans cette phrase, c'est de se dire, ok, l'amour est toujours pollué par autre chose. Ok, le fait qu'il soit toujours pollué par autre chose est ce qui aboutit, d'une certaine manière, qui peut aboutir à son annulation comme son seul lieu d'effectuation possible. Mais en même temps, que ce soit le cas,
est ce qui nous donne l'opportunité de réaliser une épreuve qui est une épreuve de vérité par rapport à nous-mêmes, mais aussi par rapport à la manière dont nous sommes prêts à insérer cette figure de l'amour dans un espace qui est un espace politique, un espace familial, un espace éthique, un espace esthétique, etc., etc., etc. Et je crois, et je terminerai très brièvement là-dessus, je pense que c'est quelque chose qui a été relativement très bien montré, notamment par Jean-Luc Godard dans Vivre sa vie, et dans ce film qui est un film au fond sur la figure de l'amour tarifé dans toute sa splendeur, puisque c'est la question de la prostitution, le lieu où effectivement s'effectue toujours le réel des sujets qui sont confrontés à la transaction prostitutionnelle, leur vérité en tant que sujet, comme sujet raté, d'une certaine manière, comme sujet là aussi toujours pris par autre chose qu'eux-mêmes, comme toujours voués d'une certaine manière à un devenir qui les écarte d'eux-mêmes, toujours voués à la ruine, si vous voulez, de la figure noble que l'on tente de leur vendre, hein, la figure noble du sujet comme la figure noble de l'amour. Je crois que là, il y a quelque chose, en effet, qui est quelque chose à méditer, et c'est, d'une certaine manière, sur cette méditation, sur cette question, hein, cette proposition plutôt, je ne considère pas du tout que ce que je viens de dire est évidemment une théorie ni achevée, ni quoi que ce soit d'autre, c'est une espèce de proposition qui me paraît bien sonner, quoi. Enfin, j'ai l'impression que ça sonne pas trop nul et pas trop pourri, qui permet de s'arranger un petit peu des paradoxes et des problèmes que j'ai soulignés à propos de notre histoire de l'amour, histoire occidentale, mais on l'a vu aussi, histoire orientale. Et donc, pour nous quitter, je nous propose de réécouter une nouvelle fois The Price of Love, mais dans sa reprise de 1975 par Bryan Ferry. Voilà, merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Peut-être j'ai dû accélérer infernalement sur la fin, donc si ça se trouve, il y a 2-3 trucs qui ont complètement glissé à côté par ma faute. Donc je vous demande de m'excuser de ça, mais s'il y a des questions, on a peut-être le temps d'en prendre une ou deux avant de faire la pause. Sinon, on fait la pause. Et moi, je suis en nage sous mon pull. Hein. Oui, bonsoir. Je reviens sur le début. Je suis là ? Oui. Sur le début, vous avez parlé de l'amour hors sol. Du coup, forcément, ça résonne avec les situations actuelles, si je le dis comme ça, sur l'amour en ligne et sur tous les réseaux et les sites de rencontres. Quel lien vous faites entre ce hors sol d'avant et ce hors sol actuel, quoi ? Alors pour moi, on est vraiment dans l'hyper hors sol là pour le coup. En général, j'aime pas dire du mal des technologies contemporaines et tout parce que je trouve que c'est un peu facile. Mais là, je dois bien avouer qu'il y a un truc que moi je ne parviens pas à encadrer dans tous ces sites, c'est les critères, si vous voulez. C'est-à-dire que quand vous allez sur, je sais pas, Adopte un mec, OkCupid, sans parler de tous les autres, la première chose que vous devez faire, c'est vous transformer en un ensemble de qualités. Qualité au sens philosophique du terme. Hein. Vous savez, il y a les qualités premières et les qualités secondes. Quoi. Qualité première, c'est votre être, et puis les qualités secondes, c'est votre taille, la couleur de vos cheveux, vos préférences en matière de cuisine, les pays dans lesquels vous aimez voyager, est-ce que vous portez plutôt des baskets ou des mocassins, etc., etc., etc. C'est-à-dire que vous devez commencer par une espèce de décomposition analytique
de votre personne, qui est une décomposition qui vous inscrit intégralement dans un registre, effectivement, qui est un registre de qualité, mais qui sont des qualités neutres. C'est-à-dire, quoi que vous soyez, vous vous retrouvez sommé d'adhérer au moins partiellement à une qualité, quelle qu'elle soit. Il n'y a pas de place pour le biais par rapport à la qualité. Il n'y a pas de place pour la feinte par rapport à la qualité. Il n'y a pas de place pour le jeu, le flou, l'ambiguïté par rapport à la qualité, de telle sorte que l'on en revient à des assignations, à nouveau à l'être, à une assignation à la compacité de votre être qui va, d'une certaine manière, ou qui s'accroche, ou qui est compossible, absolument compossible, si j'ose dire, avec l'idée de l'absoluté de l'amour comme cette chose compacte. L'amour, c'est le lieu, ce serait le lieu où s'opérerait la fusion des qualités, quand un ensemble de qualités X et un ensemble de qualités X' se rencontreraient et se co-appliqueraient d'une certaine manière, suivant une formule qui serait presque une formule logique, de distribution logique des qualités, si vous voulez, de l'un dans l'autre. Vous rencontrez votre double métaphysique, d'une certaine manière. Il est du même sexe ou d'un autre sexe, vous avez peut-être des différences de taille, etc., mais métaphysiquement, c'est la même chose que vous. Et là, effectivement, on se retrouve pris à nouveau dans cette espèce de mécanisme de forclusion du fait que l'amour ne s'arrête pas de déborder, quoi. Et que c'est dans le débord que les choses se jouent. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé, d'une certaine manière, de montrer. C'est dans le supplément, quoi, dans ce qui ne marche pas, dans ce qui déconne, dans la manière dont les déterminations extérieures rendent impossible l'exercice effectif de l'amour, etc., 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 etc. Voilà, je ne sais pas si c'est une réponse. Je vois qu'il est 9h passées, donc je n'ai pas envie de mettre de retard. Donc je vous remercie encore une fois pour votre attention. Et bien, je vous souhaite une bonne continuation et rendez-vous, j'imagine, dans 10 minutes pour la suite de cette soirée. Voilà. Merci.